Bonjour, je suis ravi d'être à Marseille, ravi de l'invitation. Je remercie le président, la directrice du CRES PACA. Je me tourne vers ma gauche pour voir Pascal Auquier. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Et donc, en fait, j'ai eu le plaisir d'assister au débat toute la journée. Alors, en ce qui concerne la santé publique, moi, je suis donc psychiatre, professeur de psychiatrie, et donc plutôt praticien dans mon activité clinique, donc en fait un médecin qui soigne des gens. Et en fait, en ce qui concerne la santé publique, je suis croyant, mais assez peu pratiquant. Et en fait, ça veut dire que je pense que c'est important. J'ai fait des actions de santé quand je travaillais à Marseille, je me formais à Marseille il y a fort longtemps de ça, mais c'est vrai que dans mon activité quotidienne, j'ai plutôt une activité de soins. Et donc, je suis par contre intéressé dans différents projets que je peux mener de coordination de différentes structures d'activités sur la santé mentale. Et en fait, on a une évolution quand même très importante. Et depuis ce matin, il y a eu à plusieurs reprises, dans plusieurs interventions, on voit en filigrane, on parle de la santé mentale, des risques psychosociaux, des conséquences psychiques, mais avec une sorte d'éléments qui, dans les déterminants de santé, apparaissent en filigrane avec probablement une difficulté de cette prise en compte, mais difficulté qui est aussi propre aux professionnels de la santé mentale dont je fais partie, parce que, en fait, c'est difficile, la problématique de la santé mentale, et du moment où on identifie les altérations de la santé mentale, et la notion de troubles mentaux est un problème important. En fait, d'un point de vue purement pratique et aussi théorique, on définit les troubles en santé mentale, je vais y revenir, comme une rupture dans un fonctionnement usuel, mais par l'expression de phénomènes cognitifs, émotionnels qui sont dans un continuum. Et donc, en fait, cette rupture est parfois difficile à identifier. Et en fait, c'est pour ça que les difficultés de santé mentale, la notion même de la santé mentale, et on va le voir quand la notion, comme elle a été posée par l'OMS il y a plus d'un demi-siècle, en fait, pose probablement est associé à cette gêne que j'évoque sur la façon dont on peut prendre en compte ces déterminants de santé mentale et la manière dont on peut faire avec, travailler, identifier les facteurs de risque, identifier les facteurs de protection. Et puis, je profiterai de cette intervention pour évoquer aussi des éléments qui sont des déterminants de la santé physique pour les patients qui ont des troubles psychiatriques, car la santé, une globalité, c'est ce que je vais dire et c'est ce que je pense. Et en fait, les psychiatres, les professionnels de la santé mentale sont souvent assez insuffisamment attentifs à la problématique de la santé dans sa globalité, et ça pose un certain nombre de difficultés pour ces populations-là. Alors ça, c'est moi. Donc, la définition, l'état complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie. Donc, en fait, c'est quand même, quand on voit un état de complet bien-être, donc en fait, moi je suis rarement dans un état de complet bien-être. Donc en fait, je pense que c'est quelque chose qui est une représentation. Donc on voit bien qu'on est dans le registre de la représentation, et pas forcément du vécu. Alors on peut discuter de ça, mais en même temps c'est intéressant, physique, mental et social. Donc on voit quand même que d'emblée, le positionnement de la notion de santé physique, bien sûr, de santé mentale, donc l'état psychique des individus. Psychique, ça veut dire à la fois fonctionnement psychologique, à la fois fonctionnement émotionnel, mais aussi social, les interactions sociales, probablement, c'est plutôt à ce sens-là qu'il faut le prendre. En fait, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué à définir, à se représenter. Et bien sûr, donc, la santé mentale, c'est pas simplement l'absence de troubles, comme la santé cardiologique, c'est pas simplement le fait de ne pas avoir d'athérome, etc. C'est la manière dont on peut prendre en compte son cœur et le fonctionnement de son cœur. C'est un exemple qu'on pourrait décliner avec la complexité de ce que peut être un cerveau et un cœur, mais en fait, c'est quand même un élément important. Et donc, effectivement, on voit bien, ça a été évoqué à plusieurs reprises, les déterminants de la santé psychique, l'état de santé psychique des individus est un facteur qui est non négligeable, mais pas facile à appréhender. Alors, vous voyez bien, dans ces éléments de l'OMS, c'est l'état de bien-être dans lequel on peut se réaliser. C'est une formulation intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire se réaliser? Surmonter les tensions normales de la vie. C'est quoi une tension normale de la vie? Est-ce qu'un deuil, c'est une tension normale de la vie? Est-ce qu'une difficulté professionnelle, c'est une tension normale de la vie? Est-ce que prendre un nouveau poste de direction dans une organisation associative, c'est une tension normale de la vie? Et comment on surmonte cet élément-là? C'est un facteur non négligeable. Et comment on peut accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté?
Donc on voit bien quand même que ces éléments-là sont des éléments qui ont quand même un caractère extrêmement normatif. Une fois de plus, la norme au sens de, on va dire, de la fréquence. Et ça peut être aussi le sens de la norme sociale, et donc en fait avec l'idée quand même que c'est le fondement du bien-être de l'individu, du fonctionnement de la communauté. Donc en fait on a une sorte de formulation qui dit l'homme est un être social. En fait tous les hommes ne sont pas des êtres sociaux, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Et le continuum, il y a un continuum en fait avec une notion entre le normal et le pathologique qui est un problème épistémologique ancien, beaucoup traité par des philosophes français notamment, mais en fait qui est vraiment au cœur de la problématique de la santé mentale et au cœur des problématiques qui peuvent intéresser notamment les professionnels de la santé mentale. Et voilà, eh bien, la santé et le bien-être sont indispensables à l'être humain pour gagner sa vie et profiter de l'existence. J'ai mis en gras ces formules-là parce que gagner sa vie, bon, c'est pas mal, effectivement, et profiter de l'existence. Puis on voit les préoccupations centrales des individus, donc la promotion, la protection, le rétablissement de la santé mentale. Et on voit des mots-clés qui sont apparus au fil des années, qui sont des mots-clés extrêmement importants. Hier soir, on discutait sur la notion de rétablissement. C'est quoi la notion de rétablissement? Le rétablissement, c'est pour le paradigme de rétablissement dans la prise en charge des patients souffrant de troubles psychiatriques à l'heure actuelle, c'est l'idée précise de pouvoir être capable de réaliser ses propres aspirations. Ce qui est très très loin d'une vision normative, puisqu'une vision purement individuelle, ce qui pose vraiment des questions de différentes natures. Donc on voit quand même que cette définition de la santé mentale n'est pas très simple. Alors ça, c'est une sorte de manière de se représenter les choses avec la souffrance, mais aussi l'absence de mauvaise santé, absence de santé. Donc j'ai pris ça dans un document suisse, et en fait cette formulation est pas très intéressante, mais en fait on voit bien cette notion d'équilibre entre l'état de santé, le fonctionnement, on va dire normal, une fois de plus, cette notion de normalité un peu au centre d'un certain nombre de choses, mais qui pose des questions, et puis cette notion de souffrance. Et là vraiment c'est un élément où on revient sur l'individu, la souffrance ressentie dans certaines situations. Alors, il y a aussi ces notions de besoins psychologiques fondamentaux. Donc, il y a des travaux qui cherchent à identifier quels sont les éléments fondamentaux qui permettent d'assurer la santé mentale. Le sentiment d'autonomie, le sentiment de compétence, le besoin de proximité sociale. Et donc, on voit cette manière qui, dans ce cas-là, fait référence à des notions de capacité personnelle, le sentiment de compétence, la manière dont on se perçoit soi-même, mais aussi des notions de capacité d'interaction avec l'environnement, que ça soit dans le besoin de proximité sociale, autonomie. Et on voit bien que la santé mentale, donc on peut la mesurer avec le bien-être émotionnel, nos émotions, qui sont les éléments les plus puissants, les déterminants les plus puissants des états de bien-être ou de souffrance qu'on peut ressentir, bien plus que le fonctionnement psychologique, nos cognitions, nos pensées, qui sont souvent balayées par nos émotions. C'est toujours la dichotomie cortico-sous-corticale qu'on connaît assez bien depuis le début du XXe siècle, mais en fait qui est schématique, qui a une vertu heuristique de compréhension des choses, mais en même temps, on voit bien ces éléments-là, et toujours le fonctionnement social de l'individu. Donc, une fois de plus, on se rend compte que pour identifier ces déterminants de la santé mentale, on a quand même un problème de la manière dont on va envisager cette santé mentale aux différents sens que je viens d'évoquer. Alors, juste pour noter cette rupture, la rupture de la santé mentale, c'est l'apparition de troubles. Alors, en psychiatrie, on ne parle pas de maladie, c'est depuis des classifications qui ont une quarantaine d'années, parce que, en fait, on n'a pas de modèle anatomoclinique des maladies comme beaucoup de domaines médicaux. On connaît assez mal la physiopathologie des troubles mentaux et on connaît très mal l'éthiopathogénie des troubles mentaux. Donc, résultat des courses, on se tient à parler de troubles, ce qui permet d'être plus imprécis, mais plus réel par rapport à la représentation de ces éléments-là. Et on voit que les troubles mentaux, c'est véritablement un problème de santé publique, puisque ça touche de nombreuses personnes, une personne sur 6 dans l'Union européenne, ce qui est beaucoup quand même. Anxiété, troubles dépressifs. Alors, on a souvent l'idée que quand on parle de troubles mentaux, c'est plutôt les troubles schizophréniques ou les troubles bipolaires ou les troubles du spectre autistique qui sont beaucoup moins fréquents. Et l'anxiété, une fois de plus, c'est compliqué l'anxiété, c'est comme la dépression. Être anxieux, quand on va parler à une tribune, normalement, on est un peu anxieux. Et en fait, ça augmente nos performances, notre compétence, notre état d'éveil. On est en état d'hyper-éveil. Et donc, ça permet d'être plus performant. Donc, c'est un processus adaptatif. L'anxiété pathologie, c'est quand ce processus adaptatif, émotionnel notamment, déborde nos capacités de contrôle et entraîne des comportements plus difficiles. Si on peut pas parler en public, on a une phobie sociale, on peut pas être à une tribune, mais par exemple, on a un moindre accès au système de santé, un moindre accès à l'éducation parce que
parler en public, ça fait partie des actes sociaux qui jalonnent notre vie sans qu'on s'en rende compte, à l'école, dans des contextes divers et variés. Et on voit bien que le trouble anxieux, c'est vraiment quelque chose qui a des conséquences entre souffrance et altération fonctionnelle. Les troubles dépressifs, c'est pareil. La tristesse, c'est normal. Tout le monde a ressenti la tristesse. Mais la tristesse, elle est modulable. Si je suis triste parce que j'ai un événement de vie pénible, si je vois quelqu'un de proche, je peux améliorer temporairement mon état émotionnel parce que je vais boire un verre, faire quelque chose d'agréable, etc. Puis ensuite, cet état de tristesse me réenvahir. Ça, c'est la tristesse. C'est très différent de la dépression. L'environnement des patients souffrant de dépression ne comprennent pas ce que ça veut dire, puisqu'en fait, ils disent « mais tu as tout pour être heureux, secoue-toi, tout va bien ». Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une tristesse non modulable, impossible à gérer. Et dans ce cas-là, on est vraiment dans une représentation différente qui est vraiment la pathologie. Et vous voyez que troubles anxieux, troubles dépressifs sont extrêmement fréquents et ont des conséquences de souffrance individuelle et de conséquences fonctionnelles avec une perte des capacités de participation à la communauté et au fonctionnement général. Par contre, on voit que les jeunes sont particulièrement sensibles, mais qu'il y en a beaucoup qui vont bien. Donc en fait, avec tout ce paradoxe de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, ou le verre à moitié vide ou à moitié plein, et en fait, on se rend compte que les problèmes sont fréquents et sont importants à prendre en compte précocement, mais pas tant que ça. Alors, les déterminés de la santé mentale, vous voyez bien, c'est une représentation assez générale sur ces facteurs individuels, ces facteurs sociaux et ces facteurs sociétaux. Et en fait, les facteurs individuels, il y a une composante génétique dans beaucoup de troubles psychiatriques. On ne connaît pas la physiopathologie, on ne connaît pas bien la physiopathologie, pas bien l'éthiopathogénie, mais on sait qu'il y a une surreprésentation et une association avec certains variants génétiques d'un certain nombre de troubles mentaux, de nombreux troubles mentaux, et en fait avec une dimension d'héritabilité. Mais on sait que quand des études de jumeaux ont été faites, la schizophrénie est une pathologie fortement héritable, l'héritabilité ne représente qu'à peu près 30% du risque de schizophrénie. Quand on voit des jumeaux monozygotes, ça veut dire que 70% dépend du reste de l'environnement. Et donc ça, c'est des éléments importants et ces facteurs individuels, mais le genre est un facteur également. Alors, le genre, est-ce que c'est purement biologique ou est-ce que c'est social? Bien évidemment, ça n'est pas purement biologique, mais on voit bien que ce sont des facteurs individuels qui sont des éléments importants de ces déterminants et qu'on peut identifier en tant que tels, qu'on peut explorer et pour définir ces facteurs de risque et ces facteurs de protection. On sait que la notion de réseau social qui nous environne, donc ça a été étudié dès les années 50 par beaucoup d'auteurs britanniques sur la notion de réseau social comme tampon des phénomènes d'interaction avec notre environnement et un facteur de protection très important. C'est intéressant parce qu'il y a des études de géographie de la santé qui mettent en évidence que dans des zones urbaines particulièrement précaires, où les conditions de vie sont particulièrement précaires, dans un certain nombre de cas, le fonctionnement communautaire, lié souvent à des origines de sujets liés à l'immigration particulière avec des fonctionnements communautaires spécifiques, constitue un facteur, la précarité un facteur de risque pour la santé mentale, mais le fonctionnement communautaire et le support social et la qualité du support social permettent de protéger contre les risques d'altération de la santé mentale. Donc on voit la complexité de ces éléments-là. Et dans les facteurs sociétaux, un des facteurs évidents des risques, c'est la notion de stigmatisation. La stigmatisation, elle atteint les patients ayant des troubles mentaux sévères, mais aussi les patients ayant des troubles mentaux plus ordinaire dans tout le monde dit je suis un peu déprimé, etc. Être un peu déprimé, ça veut dire être un peu triste et manquer d'allant. Avoir une dépression, c'est une maladie qui a des conséquences, qui se soignent de différentes manières. Et donc en fait, la dépression, c'est vraiment une maladie, mais dont la perception de l'environnement social est souvent celui d'un déficit, pas forcément d'un défaut, mais d'un déficit de volonté. Ce qui entraîne un jugement péjoratif dans le milieu du travail, par exemple, etc., et avec une tendance ultérieure à l'autostigmatisation. La représentation des maladies mentales reste extrêmement péjorative. Et en fait, ça a des conséquences aussi, par exemple, dans l'organisation du soin. Je vais y revenir. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été répliquées dans tous les pays qui mettent en évidence que si vous vous présentez dans un service d'urgence avec un syndrome douloureux thoracique, avec une probabilité que ça soit d'origine cardiologique, si vous êtes identifié comme ayant n'importe quel type de troubles mentaux, troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles schizophréniques, vous avez entre 2 et 3 fois moins de chances
au sens statistique, mais de chance également au terme pronostic, de recevoir un traitement d'être stenté, d'avoir une prise en charge spécifique de la pathologie coronarienne identifiée. Donc ça veut dire quand même que la représentation de la maladie mentale est un élément qui est un déterminant tout à l'heure on évoquait le rôle du système de soins, les acteurs du système de soins, en tant que membres de la société. Les psychiatres, les personnels de santé mentale ne sont pas exempts, bien sûr, de représentation erronée de ce qu'est la maladie mentale. Eh bien, en fait, on a des attitudes de ce type-là. Donc, on voit dans ces déterminants de santé, on les identifie assez bien. Il y a par exemple un élément, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est tout ce qui peut être du registre des traumatismes infantiles. Nous, on a des travaux qu'on mène avec des cohortes de patients souffrant de troubles bipolaires et de troubles schizophréniques sur lesquels qu'on a mis en place, dans des grandes cohortes qu'on a mis en place au niveau national depuis à peu près une dizaine d'années. Et on met en évidence que tous les types de traumatismes infantiles, et pas seulement les types de traumatismes malheureusement à type d'agression sexuelle, mais aussi simplement des conditions particulières de traumatisme infantile qu'on évalue rétrospectivement, sont associés à une beaucoup plus grande survenue de troubles psychiatriques, il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais aussi à des pronostics beaucoup moins bons d'évolution, de modalités évolutives de ces troubles-là. Donc en fait, on se rend compte que ces déterminants sont identifiés, sont du registre des éléments sur lesquels on peut avoir des stratégies de repérage et puis éventuellement des stratégies de prévention, ce qui est une autre histoire. Alors, juste pour vous donner un exemple, ça c'est au cours de la première vague, donc en avril 2001 du Covid. Donc ça, vous voyez, sur ce document, ce questionnaire qui avait été fait, on voit toutes les manifestations qui existent, et donc qui sont des manifestations. Alors c'est intéressant parce que tout le monde ressent ces sensations-là. Donc là, on n'est pas sur des facteurs qui sont des facteurs qui identifient des pathologies, des troubles mentaux. On est vraiment sur une altération. On n'est pas dans un état de complet bien-être physique, psychique et social, mais on a la tension stress, le trouble du sommeil, les problèmes de concentration, etc. Et on voit la fréquence dans ce contexte-là, qui était ce contexte épidémique. Et quand on regarde les facteurs qui sont associés à un risque accru, on retrouve des facteurs de risque qui sont évidents. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve des facteurs qui sont tout à fait des facteurs sociaux. Ça a été évoqué, la promiscuité, la notion de difficulté financière, par exemple, la notion d'absence de support social, dans la logique que j'évoquais, mais aussi donc le genre, puis aussi avoir consulté un professionnel de la santé mentale dans les 12 mois. Donc ça ne veut pas dire que c'est la consultation avec le professionnel de la santé mentale qui crée la vulnérabilité. C'est probablement une identification par proximité du fait que l'existence d'un trouble augmente bien évidemment la vulnérabilité à la réactivité à des stress environnementaux. Et donc en fait, c'est un facteur important. Et en fait, c'est pour en venir sur les enjeux psychiatriques dans la pratique de ce qu'on peut observer. Donc d'abord, les quelques enjeux qui sont essentiels dans la pratique du soin, mais dans la manière dont on peut prendre en charge les pathologies psychiatriques qui sont souvent des pathologies chroniques. On a parlé ce matin du fait que les pathologies chroniques, l'espérance de vie, on n'améliore pas l'évolution des pathologies. Les pathologies psychiatriques sont des pathologies chroniques dont on peut, dans un certain nombre de cas, prévenir l'évolution délétère, mais pas toujours. Et en fait, c'est notamment les retards diagnostiques. On a un vrai problème de retard diagnostique. Alors, le diagnostic trouble bipolaire, plus que le trouble schizophrénique, est un diagnostic complexe pour différentes raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais avec un retard diagnostique qui est majeur, et en sachant que les stratégies de prise en charge, pas seulement pharmacologiques, mais générales, sont très différentes en fonction du diagnostic, des errements diagnostiques qui sont commis. Donc, en fait, vraiment, avec un impact sur le pronostic évolutif. Deuxièmement, ça c'est un des travaux qu'on a fait sur les cohortes qu'on mène justement que j'évoquais précédemment. En fait, les patients souffrant de troubles psychiatriques ont une fréquence beaucoup plus élevée, pratiquement 2 à 3 fois celle de la population générale, de syndrome métabolique. Et en fait, l'élément intéressant, c'est que en fait, ces patients 70 à 80% dans les deux cohortes qu'on a de patients souffrant de troubles bipolaires et de troubles schizophréniques ne sont pas traités. On identifie le syndrome métabolique, mais il n'est pas traité. Donc en fait, les soins primaires, l'accès aux soins primaires, aux soins de qualité correspondant aux normes, est en fait altéré probablement par le caractère aveuglant de l'intensité du trouble bipolaire, du trouble schizophrénique, qui laisse à penser que l'état somatique n'est pas un problème en soi-même, alors que on constate qu'on a une altération de l'espérance de vie.
Ça, c'est pendant le Covid. C'est un travail qui a été fait par une équipe marseillaise et avec laquelle je collabore souvent, l'équipe du professeur Auquier et donc en fait et Laurent Boyer, sur des travaux d'exploitation des bases de données simplement qui sont intéressantes. Alors, on a fait différents travaux dans ce cadre-là sur l'exploitation des bases de données qui concluent toujours que les gens qui ont des troubles psychiatriques ont un retard et une altération de la qualité de la prise en charge dans beaucoup de pathologies, cancer du poumon, cancer du sein, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, c'était pour l'accès à la réanimation des patients souffrant de schizophrénie. En fait, en regardant les données en France des patients souffrant de schizophrénie, il y a eu à peu près, dans la phase d'observation qui était en 2020 du système de santé des patients souffrant de schizophrénie, à peu près 1000 patients, un peu moins. En fait, on se rend compte que globalement, les patients entre 65 et 80 ans atteints de schizophrénie, ils décédaient plus par rapport au reste de la population contrôle et en appariant pour l'âge, je veux dire, par rapport aux autres patients en réanimation, premièrement. Deuxièmement, ceux qui avaient de moins de 55 ans, ils étaient plus admis en réanimation, donc des formes plus graves, plus rapidement. Et troisièmement, ceux qui avaient plus de 80 ans, ils allaient moins en réanimation parce que probablement, on estimait que la comorbidité entre une forme de Covid grave et une schizophrénie justifiait de ne pas les admettre en réanimation. Donc en fait, c'est des vraies questions autour de comment on prend en compte cette vulnérabilité, mais aussi la manière dont le système de soins met en œuvre la prise en charge de ces patients. Et en fait, ça c'est aussi simplement quand on a un trouble psychiatrique, on perd de l'espérance de vie et on en perd pas mal. On a vu tout à l'heure que en modifiant le revenu, en modifiant le système de soins, etc., on peut modifier l'espérance de vie. Vous voyez, si on prenait en compte un peu plus un certain nombre de paramètres, l'espérance de vie des patients et des patientes souffrant de troubles psychiatriques, tous les troubles psychiatriques, le chiffre en bas est le chiffre global, mais c'est valable pour tous les troubles psychiatriques, on a une perte d'espérance de vie qui est quand même majeure par rapport à la population générale et qui est constante. Il y a des méta-analyses qui mettent en évidence que depuis les années 80, on a une idée à peu près par rapport à ça, ça reste constant. Ça, c'est données françaises, c'est données internationales, dans tous les pays, on sait cela. Tout le monde le sait, et en fait, il n'y a aucune modification. On a 40 ans de recul, zéro modification sur les durées qui restent absolument les mêmes dans tous les pays, quel que soit le niveau économique des pays. Donc pour finir, globalement, ce que je peux dire, la promotion et la prévention sont des éléments extrêmement importants. J'ai essayé de souligner la complexité de la prise en compte de la santé mentale et de la santé psychique des individus, avec toute la complexité des déterminants, des facteurs de risque, des facteurs de protection, mais on a quand même un certain nombre d'informations. Donc effectivement, les actions de promotion et de prévention sont majeures, sont très importantes, même si on est un peu gêné pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et bien d'autres certainement. Et la mise en œuvre des programmes sont, à mon avis, est essentielle. Ça se fait plus, mais les problèmes d'identification, des facteurs de risque, etc., restent extrêmement insuffisante et probablement qu'il y a une nécessité en plus d'approche beaucoup plus pluridisciplinaire. Puis la notion de la détection du traitement précoce est également essentielle. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur la santé mentale. Je crois que tout à l'heure, je pourrais répondre aux questions si je peux partir. Si je ne suis pas obligé de partir à cause de mon train, je m'en excuse. Merci de votre attention.